Pendant longtemps, ils ont incarné deux visages d'une même époque dorée. Deux voix puissantes, deux carrières spectaculaires, deux trajectoires qui semblaient avancer en parallèle, presque en miroir. Tom Jones et Engelbert Humperdinck. L'un a fait vibrer le monde avec It's Not Unusual, l'autre a bouleversé des millions de cœurs avec Release Me. Ils ont partagé le même manager, fréquenté les mêmes plateaux de télévision, sillonné les mêmes scènes internationales, et sont même allés jusqu'à être témoins au mariage l'un de l'autre. À première vue, tout indiquait une relation fraternelle, presque indestructible. Et pourtant, quelque part entre la fin des années 1960 et aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. Pas une simple rivalité artistique, pas une querelle passagère alimentée par l'ego ou la concurrence des classements, mais une fracture profonde, durable, silencieuse, devenue au fil des décennies l'un des conflits les plus longs et les plus amers de l'histoire de la musique moderne. Une querelle qui traverse près de 60 ans, nourrie par les non-dits, les blessures d'orgueil, les occasions manquées et peut-être des secrets que personne n'a jamais voulu révéler publiquement. Pendant des années, les fans ont spéculé. Était-ce une histoire de femmes, de jalousie, de favoritisme au sein de leur management commun, de trahison personnelle, ou quelque chose de bien plus grave encore, enfoui si profondément que ni l'un ni l'autre n'a jamais osé le mettre en mots? Chaque rumeur semblait ajouter une couche supplémentaire à un mystère déjà épais, sans jamais vraiment l'éclaircir. Puis est arrivée l'année 2024, une année charnière, presque explosive. Tout a commencé par une remarque apparemment anodine, lâchée par Engelbert Humperdinck à propos de la voix de Tom Jones. Une phrase directe, sans détour, qui a immédiatement enflammé les médias. Quelques semaines plus tard, Tom Jones a riposté. Pas par une analyse artistique, pas par une mise au point élégante, mais par une attaque verbale d'une violence rare, si brutale qu'elle a fait la une des journaux du monde entier. Une insulte sèche, définitive, sans appel. C'est un canard, et vous pouvez me citer. À cet instant précis, ce qui n'était jusque-là qu'une rivalité feutrée est devenu une guerre ouverte. Les observateurs de longue date ont été choqués. Non seulement par la dureté des mots employés, mais surtout par l'absence totale de volonté d'apaisement. À plus de 80 ans, pourquoi raviver une haine aussi ancienne? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui pouvait bien justifier une animosité aussi persistante après toute une vie passée sous les projecteurs? Aujourd'hui, à 89 ans, Engelbert Humperdinck a finalement accepté de parler. Pas pour tout expliquer, pas pour régler ses comptes, mais pour dire suffisamment de choses pour bouleverser la perception que l'on avait jusque-là de cette querelle mythique. Ce qu'il a admis, à demi-mot, change profondément la lecture de leur histoire commune. Car il ne s'agit pas seulement de musique, ni même de carrière. Il est question d'identité, de reconnaissance, de blessures invisibles et du poids écrasant du temps. Cette histoire n'est pas seulement celle de deux stars. C'est celle de deux hommes façonnés par la même industrie, portés par le même système, puis lentement séparés par ces mécanismes impitoyables. Une histoire faite de succès colossaux, de regrets silencieux, d'amour durable et de pertes irréparables. Une histoire où la gloire ne protège ni de la solitude, ni de la rancœur, ni du deuil. Dans cette vidéo, nous allons revenir aux origines de cette relation complexe. Nous allons explorer la montée fulgurante de leur carrière, les décisions prises dans l'ombre par le manager commun, les rumeurs jamais confirmées, les blessures accumulées au fil des décennies, et enfin, les événements récents qui ont ravivé une querelle que beaucoup pensaient enterrer à jamais. Car derrière les projecteurs, les costumes scintillants et les applaudissements, se cache une vérité plus fragile, plus humaine et infiniment plus douloureuse. Voici l'histoire de la querelle qui ne meurt jamais. Voici l'histoire d'Engelbert Humperdinck et de Tom Jones. Au cœur de l'histoire complexe entre Engelbert Humperdinck et Tom Jones se trouve un nom que l'on ne peut ignorer, Gordon Mills. Sans lui, aucun des deux hommes ne serait devenu l'icône mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Mais sans lui, peut-être aussi, leur relation n'aurait jamais sombré dans cette rivalité amère qui les a opposés pendant près de 60 ans. Gordon Mills n'était pas seulement leur manager. Il était l'architecte de leur carrière, le stratège de leur image et, à bien des égards, l'homme qui a façonné puis fracturé leur destin commun. Au début des années 1960, l'industrie musicale britannique est en pleine mutation. Le rock explose, les frontières entre pop, variété et rhythm and blues deviennent floues, et les maisons de disques cherchent désespérément de nouvelles figures capables de séduire le public international. Gordon Mills comprend très tôt que le succès ne repose plus uniquement sur la voix. Il faut une présence, une narration, un personnage. Tom Jones est le premier à bénéficier de cette vision. Découvert par Mills au pays de Galles, Tom Jones possède tout ce que l'industrie recherche. Une voix brute, puissante,
presque animale, une énergie sexuelle assumée et une authenticité ouvrière qui tranche avec les artistes plus polissés de l'époque. Mills le propulse rapidement sous les projecteurs, lui obtient des passages télévisés majeurs, des titres taillés sur mesure et une exposition médiatique massive. It's Not Unusual devient un phénomène instantané, suivi de Delilah, et Tom Jones est catapulté au rang de star international en un temps record. C'est dans ce contexte qu'Arnold George Dorsey, futur Engelbert Humperdinck, refait surface dans la vie de Gordon Mills. Les deux hommes se connaissent déjà. Ils ont partagé des appartements, des galères, des rêves avortés. Mais à ce moment précis, Arnold est un artiste en perte de vitesse. Sa carrière stagne, son nom de scène ne marque pas les esprits, et les épreuves personnelles, notamment la maladie, ont freiné son ascension. Mills, cependant, voit encore en lui un potentiel inexploité. La décision est radicale. Arnold ne doit pas simplement changer de stratégie, il doit changer d'identité. Le choix du nom Engelbert Humperdinck est audacieux, presque provocateur. Long, aristocratique, théâtral, il est à l'opposé de la simplicité brute de Tom Jones. Là où Tom incarne la virilité galloise, Engelbert devient une figure romantique, élégante, presque cinématographique. Deux archétypes, soigneusement construits, appelés à coexister sur le même marché. Mais cette cohabitation ne tarde pas à poser problème. Lorsque Release me sort en 1966, personne ne s'attend à un tel raz-de-marée. Le titre grimpe lentement mais sûrement dans les classements avant de s'installer durablement en tête des ventes britanniques. Il bloque même les Beatles au sommet, un exploit rarissime à l'époque. En quelques mois, Engelbert Humperdinck passe de chanteur de club à superstar mondial. Et soudain, l'industrie, tout comme le public, se met à comparer. Deux hommes, un même manager, deux voix puissantes, deux succès colossaux. La comparaison devient inévitable, mais aussi profondément injuste. Car si Gordon Mills applique à Engelbert la même formule qu'à Tom, relooking, télévision, tournées internationales, les opportunités offertes ne sont pas équivalentes. Tom Jones bénéficie de projets prestigieux, d'ouvertures vers Hollywood, de bandes originales de films, y compris l'univers très convoité de James Bond. Engelbert, lui, est orienté vers un circuit différent. Las Vegas, les ballades romantiques, un public majoritairement féminin. Un succès immense, certes, mais perçu comme moins noble par certains cercles de l'industrie. Avec le temps, Engelbert commence à ressentir ce déséquilibre. Il ne le dit pas immédiatement. Il encaisse, il travaille, il remplit les salles. Mais intérieurement, une frustration grandit. Il observe Tom évoluer vers une reconnaissance critique plus large, tandis que lui est parfois réduit à l'image d'un chanteur de charme, voire caricaturé. Le fait que Mills et Tom partagent des origines galloises renforce ce sentiment d'exclusion. Engelbert, anglais né en Inde, se sent différent, extérieur, moins protégé. Ce ressentiment n'est pas encore une haine, mais il s'installe lentement, comme une fissure invisible. Chaque décision de management, chaque opportunité refusée ou attribuée à l'autre, vient élargir cette fracture. Et surtout, aucune discussion franche n'a lieu. Gordon Mills règne en maître absolu. Il décide, tranche, impose. Les artistes suivent, parfois contre-cœur. Dans ce système rigide, la rivalité ne naît pas d'un affront direct entre Tom et Engelbert, mais d'un silence imposé. Ils ne s'affrontent pas publiquement. Ils ne s'insultent pas, mais ils comprennent très vite qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Et cette prise de conscience marque le véritable début de leur éloignement. À la fin des années 1960, alors que leur carrière explose simultanément, leurs relations personnelles commencent déjà à se refroidir. Ils se croisent moins. Les conversations deviennent superficielles. La camaraderie des débuts s'efface, remplacée par une méfiance discrète. Deux étoiles montantes, prisonnières du même système, condamnées à être comparées sans jamais pouvoir s'expliquer. Ce n'est encore que le commencement. Mais les graines de la querelle sont plantées, et elles ne cesseront plus de croître. Si les années 1960 ont planté les graines de la rivalité entre Engelbert Humperdinck et Tom Jones, les années 1970 en ont été l'engrais. C'est durant cette décennie que la tension latente, jusque-là contenue derrière les sourires de façade et les silences diplomatiques, s'est transformée en rupture irréversible. À mesure que les carrières des deux artistes évoluent, leur chemin, autrefois parallèle, commence à s'éloigner brutalement. Et dans cet espace grandissant s'engouffrent les rumeurs, les non-dits et les blessures personnelles. Au début des années 1970, Tom Jones est au sommet d'une popularité explosive. Son image de performeur charismatique, viril et exubérant séduit autant les foules que les médias. Ses concerts deviennent des spectacles presque mythiques, marqués par des scènes de fans jetant sous-vêtements et cadeaux sur scène.
Il est invité sur les plateaux américains les plus prestigieux, multiplie les émissions télévisées et consolide son statut d'icône internationale. Engelbert Humperdinck, de son côté, connaît lui aussi un immense succès, mais d'une nature différente. Là où Tom incarne la fougue et l'excès, Engelbert représente le romantisme maîtrisé, la voix chaude, la promesse de stabilité émotionnelle. Cette distinction, qui avait autrefois permis à Gordon Mills de positionner ces deux artistes sur des segments complémentaires, devient progressivement une source de frustration. Engelbert remplit Las Vegas, enchaîne les résidences lucratives et vend des millions de disques, mais il sent que son image se fige. Il est perçu comme le chanteur des ballades, l'idole des femmes d'un certain âge, tandis que Tom bénéficie d'une aura plus transversale, presque intemporelle. Ce sentiment d'être enfermé dans une case alimente une amertume silencieuse. C'est aussi dans les années 1970 que commencent à circuler les rumeurs les plus persistantes concernant leurs relations personnelles. La plus célèbre et la plus controversée provient de Charlotte Laus, écrivaine et ancienne compagne de Tom Jones. Dans ses mémoires, elle affirme qu'Engelbert se serait exhibé lors d'une visite en coulisses en 1979, dans un contexte qu'elle décrit comme humiliant et volontairement provocateur. Cette accusation, reprise par certains tabloïds, devient rapidement un sujet de conversation récurrent dans les cercles de l'industrie musicale. Engelbert Humperdinck nie catégoriquement ces faits. À plusieurs reprises, il qualifie l'histoire de pure invention, une tentative délibérée de le ridiculiser et de ternir sa réputation. Il insiste sur le caractère absurde de l'accusation et souligne qu'aucune preuve, aucun témoin indépendant, ne vient l'étayer. Pour lui, cette rumeur marque un tournant. Elle transforme une rivalité professionnelle en attaque personnelle. Une ligne invisible est franchie. Tom Jones, de son côté, ne commente jamais publiquement cet épisode. Son silence, loin d'apaiser la situation, alimente au contraire les interprétations les plus diverses. Pour certains, il s'agit d'une manière élégante d'éviter la polémique. Pour d'autres, ce mutisme est perçu comme une forme de validation tacite, voire comme un refus de défendre quelqu'un qu'il considérait déjà comme un adversaire. Quelles que soient les intentions réelles de Jones, le résultat est le même. La distance entre les deux hommes devient irréparable. À mesure que la décennie avance, toute forme de collaboration devient impensable. Aucun duo n'est envisagé. Aucune interview conjointe n'est accordée. Même lors d'événements majeurs, cérémonies de récompense ou hommage à Las Vegas, les organisateurs veillent à ne jamais les programmer ensemble. Selon plusieurs promoteurs de tournées de l'époque, des clauses non écrites, parfois même contractuelles, garantissaient que Tom Jones et Engelbert Humperdinck ne se retrouveraient jamais sur la même affiche ni dans le même hôtel. Cette séparation organisée témoigne d'un malaise profond. Ce n'est plus seulement une question d'ego ou de concurrence artistique, mais une incompatibilité devenue structurelle. Chacun évolue dans son propre univers, entouré de son équipe, de ses fans, de sa mythologie personnelle. Et pourtant, l'ombre de l'autre n'est jamais loin. Chaque succès de Tom rappelle à Engelbert ce qu'il estime ne pas avoir eu. Chaque triomphe d'Engelbert renforce chez Tom l'idée d'une comparaison qu'il rejette. La fin des années 1970 marque également un moment clé, la rupture définitive entre Engelbert Humperdinck et Gordon Mills. Après des années de frustration accumulée, Engelbert décide de se séparer de l'homme qui avait pourtant relancé sa carrière. Ce choix est lourd de conséquences. Financièrement, émotionnellement, professionnellement, il s'agit d'un saut dans l'inconnu. Mais pour Engelbert, il est devenu impossible de continuer dans un système où il se sentait constamment relégué au second plan. Cette rupture scelle aussi, indirectement, son éloignement total de Tom Jones. Gordon Mills étant le lien central entre eux, sa disparition du paysage d'Engelbert met fin à toute possibilité de dialogue, même indirect. Les deux hommes entrent alors dans une longue période de silence mutuel, ponctuée uniquement par des rumeurs, des pics occasionnels et des souvenirs amers. À la fin des années 1970, la querelle est déjà figée. Elle n'a jamais été officialisée, jamais expliquée, mais elle est omniprésente. Elle se nourrit du passé, des blessures non cicatrisées et d'une accumulation de malentendus jamais clarifiés. Le point de non-retour est atteint. Et pour les décennies à venir, cette fracture ne fera que s'élargir, portée par le poids du temps et l'absence de réconciliation. Avec le recul, l'un des éléments les plus douloureux dans la trajectoire d'Engelbert Humperdinck n'est pas ce qu'il a perdu publiquement, mais ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de tenter. Derrière les chiffres impressionnants de vente de disques, les salles combles et les résidences lucratives à Las Vegas, se cache une longue liste d'opportunités manquées, refusées ou détournées, souvent sans qu'il en soit informé. Et au centre de ce labyrinthe de décisions, un sentiment persistant revient sans cesse, celui d'un favoritisme structurel qui aurait bénéficié à Tom Jones. Engelbert n'a jamais nié le talent de Tom.
Au contraire, il a souvent reconnu publiquement comme l'un des plus grands chanteurs de sa génération. Mais ce respect artistique n'a jamais effacé l'impression que les cartes n'avaient pas été distribuées équitablement. Là où Tom Jones semblait accéder naturellement au projet prestigieux, Engelbert avait le sentiment d'être systématiquement orienté vers une voie plus rentable à court terme, mais moins valorisante à long terme. L'exemple le plus emblématique reste celui des chansons de James Bond. Dans les années 1960 et 1970, interpréter un thème de James Bond n'était pas seulement un honneur, c'était une consécration artistique internationale. Tom Jones obtient cette opportunité avec Thunderball, renforçant son image de chanteur puissant, viril et cinématographique. Engelbert, lui, observe depuis la périphérie. Selon ses propres mots, il n'a jamais été sérieusement considéré pour ce type de projet, malgré une voix parfaitement adaptée à ce registre orchestral et dramatique. À cela s'ajoute l'épisode désormais célèbre de Stranger in the Night. Engelbert a raconté à plusieurs reprises qu'il avait enregistré une version de démonstration du titre avant qu'il ne soit finalement attribué à Frank Sinatra. Pour lui, cette chanson était un succès assuré, une évidence artistique. Mais Gordon Mills aurait décidé de la céder ailleurs, potentiellement en échange d'avantages financiers ou stratégiques. Le résultat est cruel. La chanson devient l'un des plus grands classiques de Sinatra, tandis qu'Engelbert reste avec le sentiment d'avoir vu passer sous ses yeux une opportunité historique. Ce schéma se répète. Des propositions de films hollywoodiens émergent au début des années 1970. Des studios voient en Engelbert un potentiel acteur, capable de séduire un public plus large et de s'imposer comme une figure transversale à l'image d'Elvis Presley. Pourtant, ces projets sont refusés sans même lui être présentés. Gordon Mills, soucieux de préserver le rythme effréné des tournées et des revenus associés, choisit pour lui. Engelbert découvre ce refus bien plus tard, souvent par hasard. Cette confiscation du libre arbitre est l'une des blessures les plus profondes de sa carrière. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de gloire, mais de contrôle. Engelbert a souvent expliqué qu'il avait l'impression d'être géré comme un produit parfaitement rentable, mais limité volontairement dans son expansion artistique. À l'inverse, Tom Jones semblait bénéficier d'une liberté croissante, explorant différents styles, multipliant les collaborations et consolidant une reconnaissance critique plus large. Avec le temps, cette différence de traitement nourrit une frustration sourde. Engelbert ne remet pas en cause son succès. Il est immense, mais il ressent un manque de reconnaissance symbolique. Être numéro 1 dans les classements ne suffit pas lorsque l'on a le sentiment que son potentiel n'a jamais été pleinement exploité. Cette frustration devient une toile de fond permanente dans sa perception de Tom Jones, même lorsque leurs interactions directes sont quasi inexistantes. Des décennies plus tard, le scénario se répète de manière troublante. En 2010, Damon Albarn, figure centrale de la musique alternative britannique et leader de Gorillaz, souhaite collaborer avec Engelbert sur l'album Plastic Beats. Cette collaboration aurait permis de présenter Engelbert à une nouvelle génération, de briser son image figée et de réaffirmer sa pertinence artistique. Mais une fois encore, la proposition n'atteint jamais l'artiste. Son manager de l'époque refuse l'offre sans le consulter. Lorsqu'Engelbert découvre ce qui s'est passé, sa réaction est sans appel. Engelbert, malgré son immense talent et sa longévité, a dû lutter contre une image figée, construite très tôt et difficile à déconstruire. Cette différence de trajectoire alimente, consciemment ou non, la querelle entre les deux hommes. Elle ne se manifeste pas toujours par des attaques directes, mais par des remarques, des silences, des absences, et surtout par un sentiment d'injustice qui ne s'est jamais totalement dissipé. Au fond, la rivalité entre Engelbert Humperdinck et Tom Jones n'est pas seulement celle de deux chanteurs. C'est celle de deux destins façonnés par les mêmes mains, mais guidés vers des horizons différents. Et pour Engelbert, la question demeure. Que serait-il devenu si les portes avaient été ouvertes au lieu d'être discrètement refermées? Pendant de nombreuses années, la querelle entre Engelbert Humperdinck et Tom Jones semblait figée dans le passé. Elle existait toujours, bien sûr, mais sous une forme presque silencieuse, entretenue par des absences remarquées, des non-rencontres soigneusement organisées et quelques déclarations évasives. Beaucoup pensaient que le temps, l'âge et les épreuves de la vie avaient fini par éroder cette animosité ancienne. L'année 2024 a prouvé le contraire. Tout commence par une apparition d'Engelbert Humperdinck sur Radio de Belgique. L'entretien est détendu, presque nostalgique. On lui parle de sa carrière, de ses tournées, de la longévité exceptionnelle de sa voix. Puis, presque naturellement, la question tombe. Suit-il encore les performances de Tom Jones? La réponse d'Engelbert est directe, sans détour, dépourvue de toute tentative de diplomatie. Il déclare penser que Tom a perdu sa voix, qui ne l'a plus vraiment. Une phrase courte, mais lourde de sens.
Ce n'est pas la première fois qu'Engelbert évoque le déclin vocal de certains artistes de sa génération. En 2017 déjà, lors d'une interview aux Pays-Bas, il avait critiqué l'usage excessif des bandes d'accompagnement par des chanteurs plus âgés. Mais en 2024, le contexte est différent. Le nom de Tom Jones est explicitement cité. Les mots sont plus tranchants. Et surtout, ils interviennent à une époque où chaque déclaration est instantanément amplifiée par les réseaux sociaux et les tabloïds. La réaction est immédiate. Les médias britanniques et européens s'emparent de la citation. Les fans se divisent. Certains saluent la franchise d'Engelbert, estimant qu'il n'a fait qu'exprimer une opinion artistique. D'autres jugent ses propos déplacés, voire cruels, compte tenu de l'âge et de la carrière de Tom Jones. Quoi qu'il en soit, la mèche est allumée. Quelques semaines plus tard, Tom Jones répond. Et il le fait d'une manière que peu de gens attendaient. Dans une interview accordée à The Guardian Weekend, il ne se lance pas dans une défense technique de sa voix, ni dans une justification artistique. Il choisit l'attaque personnelle. Il balaie toute comparaison musicale et déclare n'avoir aucune obligation de se justifier devant quelqu'un comme lui. Puis, surtout, il lâche une phrase qui va faire le tour du monde. Il n'y a rien d'amical entre moi et Engelbert parce que c'est un canard. Et vous pouvez me citer. La violence de ces mots choque même les observateurs les plus aguerris. Aucun hommage au passé commun, aucune reconnaissance mutuelle. Juste une rupture nette, assumée, presque revendiquée. Tom Jones enfonce le clou en ajoutant qu'ils se sont brouillés il y a des années, qu'Engelbert a essayé de reprendre contact, mais qu'il refuse catégoriquement de lui parler. Cette déclaration révèle un déséquilibre émotionnel inattendu. Là où Engelbert adopte depuis quelque temps une posture plus apaisée, Tom affiche un refus total de toute réconciliation. Cet échange ravive immédiatement toutes les spéculations. Les fans, les journalistes et les historiens de la musique ressortent les vieilles théories. Rivalité sous Gordon Mills, jalousie professionnelle, conflits financiers, tensions personnelles jamais élucidées. Les forums s'enflamment. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'un débat passionné entre défenseurs des deux camps. Engelbert, interrogé peu après sur RTL Luxembourg, tente de calmer le jeu sans pour autant se rétracter. Il affirme que leur conflit n'a jamais été une question de femme ni de classement. Selon lui, le problème est plus profond, plus intime et surtout pas destiné à être exposé publiquement. Il refuse d'entrer dans les détails, estimant que certaines choses doivent rester privées. Ce refus, loin de clore le débat, l'alimente. Des sources anonymes issues de l'époque M&M Management évoquent alors un différend financier concernant les royalties internationales à la fin des années 1970. D'autres parlent d'une altercation privée en coulisses lors d'un événement professionnel à Monte-Carlo en 1981. Un incident que les deux artistes ont toujours refusé de confirmer ou d'infirmer. Malgré l'intensité médiatique, Engelbert adopte une posture relativement apaisée dans ses apparitions ultérieures. Lors d'un podcast en avril 2025, Golden Legends, il déclare ne haïr personne, pas même Tom Jones. Il insiste sur le fait qu'il a vécu trop longtemps pour porter une telle rancœur. Pourtant, dans la même interview, il glisse une remarque qui relance immédiatement la polémique. Selon lui, Tom est toujours présent sur scène, mais vocalement, ce n'est plus ce que c'était. L'âge, dit-il, finit toujours par rattraper tout le monde. Cette remarque, apparemment anodine, agit comme un rappel brutal. La querelle n'est pas éteinte. Elle court toujours, alimentée par des décennies de frustration, de blessures et de silence. Et même si Engelbert semble aujourd'hui plus enclin au pardon, les braises émotionnelles n'ont jamais complètement disparu. L'année 2024 aura ainsi marqué un tournant. Elle a transformé une rivalité historique en conflit public assumé, rappelant au monde que certaines blessures, même après 60 ans, refusent de cicatriser. Alors voilà, après près 60 ans de rivalité, de secrets et de non-dits, Engelbert Humperdinck et Tom Jones restent des légendes, mais aussi des hommes avec leurs blessures, leurs regrets et leurs choix. La querelle n'a jamais été qu'une histoire de chansons ou de succès. C'est une histoire de fierté, d'ego et d'amour perdu. Aujourd'hui, Engelbert continue de chanter, de partager sa musique et de tourner la page, mais la légende reste. Une leçon claire. La vie est trop courte pour garder rancune, et même après des décennies, la musique a le pouvoir de guérir, de rappeler et de rassembler. Si cette histoire vous a marqué, laissez un like, commentez votre avis et abonnez-vous pour d'autres récits incroyables des plus grandes légendes de la musique.